On dit souvent qu'une idée peut changer le monde. Et c'est vrai, mais à une condition, qu'elle survive au long voyage entre la petite étincelle de départ et le véritable incendie. Aujourd'hui, on va justement regarder les outils qui nous aident à naviguer ce parcours qui est, on va le voir, assez complexe. Du coup, la grande question, c'est ça. Comment est-ce qu'on passe d'une super idée, d'un truc un peu fou, à une innovation qui marche, qui a du succès? C'est vraiment le défi pour plein d'organisations. Faire le pont entre la créativité pure, un peu désordonnée, et une réalisation bien structurée. Ok, voilà le programme. On va d'abord parler du défi de l'innovation en général. Ensuite, première partie, on verra 2 outils pour faire jaillir les idées. Deuxième partie, 2 autres outils pour les concrétiser. Après ça, on compare un peu tout ce petit monde et on termine avec une conclusion sur ce duo inséparable, la créativité et la structure. Allez, on y va. Le vrai challenge en innovation, ce n'est pas tant de manquer d'idées, on en a souvent plein. Non, le plus dur, c'est de construire un pont solide entre ces idées et leur impact dans le monde réel. Et pour ça, il faut les deux, une créativité un peu folle et des processus bien carrés. Commençons par le commencement, logique, l'étincelle créative. Ici, on va s'intéresser à 2 modèles, dont le but est vraiment de générer des options, de nous forcer à casser nos habitudes de pensée. Et ça nous renvoie directement au chapitre 10, qui est entièrement consacré à la créativité. Et notre premier outil, c'est le design thinking. On l'appelle aussi parfois ontwerpdenken, surtout dans son contexte néerlandais à l'origine. C'est une approche pour résoudre les problèmes qui met vraiment l'humain au centre de tout. L'idée centrale du design thinking, c'est simple. Oubliez les rapports et les analyses qui n'en finissent plus, pensez plutôt à un cycle très rapide, on fait quelque chose, on le teste, on apprend de nos erreurs et on adapte. C'est vraiment de l'action, de l'expérimentation constante. Et ce processus, il est assez simple à suivre, en 4 étapes. Tout part d'une définition claire du problème. Ça, c'est super important. Ensuite, on se lâche, on génère un maximum de solutions possibles. Après, on fait le tri, on affine les meilleures idées. Et enfin, la dernière étape, on passe à l'action et on met en œuvre la meilleure solution. Allez, on passe au 2e outil créatif. Celui-ci, il nous vient d'Edouard de Bono. Et son objectif est très clair. Nous aider à pirater notre propre cerveau pour qu'il pense différemment. Et ce qui est fondamental ici, c'est que la créativité, ce n'est pas une sorte de don magique. Non, c'est une compétence, quelque chose qui se travaille. Ce que De Bono nous montre, c'est que pour être créatif, il faut consciemment, volontairement, casser nos petites habitudes mentales, nos chemins de pensée tout tracés. Et là, on voit très bien la différence. D'un côté, on a la pensée verticale. C'est notre mode par défaut, si on veut, logique, étape par étape, on suit le chemin. Et de l'autre, la pensée latérale, qui, elle, fait des bonds, prend des raccourcis, explore des sentiers inconnus. C'est elle qui pose les questions qui dérangent pour trouver des solutions complètement nouvelles. Ok, donc imaginons, on a utilisé ces techniques, on a maintenant une montagne de nouvelles idées. Super. Mais comment on fait pour les transformer en projets qui tiennent la route? Eh bien, on passe de la créativité pure à la gestion. Et là, on est en plein dans le chapitre 12. L'enjeu, c'est de choisir les bonnes idées et de les piloter jusqu'au bout. Le premier outil pour faire ça, c'est l'entonnoir de l'innovation. L'image parle d'elle-même, n'est-ce pas? On commence avec plein d'idées en haut de l'entonnoir, et à la fin, il n'en reste que très peu qui sortent. Le principe est assez intuitif. Au départ, on ouvre les vannes. On explore un maximum de pistes, sans trop juger. Et puis, à mesure que les idées avancent dans cet entonnoir, elles passent des filtres, des critères de plus en plus sévères. C'est intéressant parce que l'apprentissage et la sélection avancent main dans la main. Et enfin, notre dernier outil, le modèle PhaseGate. Lui, il amène encore plus de structure. L'idée, c'est de découper tout le parcours de l'innovation en étapes bien précises. Concrètement, un projet est découpé en plusieurs phases. Et entre chaque phase, il y a une porte, un gate. C'est un point de décision officiel où on se pose la question, on continue ou on arrête. C'est un super moyen de maîtriser les risques, de contrôler les budgets, mais il y a un piège. Il faut faire attention à ne pas tomber dans une bureaucratie trop lourde qui finirait par tuer toute la créativité. Bon, on a vu les 4 outils. Maintenant, le plus intéressant, c'est de les mettre côte à côte, de voir comment ils s'emboîtent. C'est en les comparant qu'on comprend vraiment le rôle de chacun. Ce tableau, il résume tout ça très clairement. D'un côté, on a le design thinking et De Bono. Eux, ils sont là pour générer, pour ouvrir, c'est la pensée divergente. Et de l'autre côté, on a l'entonnoir et le PhaseGate qui sont là pour sélectionner, pour focaliser, c'est de la pensée convergente. Ils ne sont pas ennemis, au contraire, ils sont totalement complémentaires. Et là, on fait le lien direct avec la théorie des chapitres. Les 2 premiers outils, Design Thinking et De Bono, c'est le cœur du chapitre 10. Ils sont là pour nourrir la créativité. Les 2 derniers, l'entonnoir et le PhaseGate, ce sont les instruments du chapitre 12. Ils apportent la rigueur, la discipline de gestion, pour que cette créativité aboutisse à quelque chose de concret. On arrive tout doucement à la conclusion. Et s'il y a un message à retenir, c'est que la créativité et la structure ne sont pas des ennemis jurés.
Bien au contraire, ce sont les deux jambes sur lesquelles l'innovation doit s'appuyer pour avancer. Alors, pour résumer les points clés, le design thinking, c'est une philosophie globale. L'entonnoir et le phase-gate, eux, partagent un même objectif de filtrage, de sélection. Et surtout, retenons que les outils de créativité nourrissent le début du processus, qu'on appelle l'amont, et les outils de gestion structurent la fin du processus, l'aval. Donc, le message final, le plus important de cette analyse, c'est vraiment ça. Pour réussir à innover, il ne faut pas choisir son camp entre créativité et management. Il faut les faire travailler ensemble. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne tout simplement pas. J'aime beaucoup cette métaphore, je trouve qu'elle illustre ça parfaitement. La créativité, c'est le moteur de l'innovation. C'est elle qui donne la puissance, l'énergie. Mais le management, c'est le volant. C'est lui qui donne la direction, qui permet de contrôler cette puissance pour arriver à bon port. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Maintenant qu'on a vu ces 4 outils qui mélangent des approches très ouvertes et d'autres très structurées, on peut se demander, au fond, l'innovation c'est plutôt un art ou c'est plutôt une science? Ou alors est-ce que ce n'est pas justement ce mélange subtil et passionnant entre les deux? C'est une bonne question à méditer.